Famille. Le TDAH s'est invité dans ma propre famille et c'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire le livre. Mes deux filles et mon mari sont tous les trois TDAH. Nous avons dû, en tant que famille, développer des trucs, des stratégies, des moyens pour adresser les symptômes que le trouble amène. Et c'est ainsi donc que je me suis de plus en plus intéressée à toutes ces notions-là. Et puis, par mon métier de psychologue, évidemment, j'en connaissais déjà un bout. Et dans le contexte de mon travail, je rencontre aussi beaucoup de familles qui sont aux prises avec ces enjeux-là. Alors, le fait de l'avoir expérimenté chez moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait, justement, là, à offrir de meilleurs conseils aux familles avec lesquelles j'interviens. D'autre part, les familles avec lesquelles j'interviens, lorsque je les rencontre pour la remise de bilan, le rapport de leur enfant, je trouvais que c'était pas nécessairement un bon moment de leur livrer toutes les stratégies et les trucs qu'ils peuvent mettre en œuvre à la maison parce que à ce moment-là, ils sont encore trop dans l'émotion. Ils ont besoin d'un temps de recul. Et l'idée du livre, c'était justement de leur permettre de prendre ce temps de recul-là, mais ensuite de pouvoir se référer à un guide qui allait leur expliquer, qui allait les aider à mettre en œuvre les trucs et stratégies dont ils auraient besoin dans leur quotidien à la maison. TDAH. Qu'est-ce que c'est le TDAH? C'est un trouble neurodéveloppemental. Neurodéveloppemental, ça veut dire que ça atteint l'individu sur une base neurologique. Ça n'a rien à voir avec l'éducation ou ce qu'on mange. C'est vraiment dans les neurones que ça s'inscrit. Et c'est un trouble qui est encore très mal connu. En fait, il y a certaines avancées, certains pays qui ont une avancée plus significative que d'autres à ce niveau-là. Alors, si, par exemple, on pense au Canada, au Québec en particulier, on connaît bien les symptômes et on diagnostique très bien le TDAH, voire peut-être même un peu trop bien. Au Québec, la question qu'on se pose actuellement, c'est est-ce qu'il y a du surdiagnostic? Parce que effectivement, on entend souvent cette préoccupation-là. Il semble y avoir beaucoup d'enfants qui ont un diagnostic de TDAH par rapport à la France. En France, on connaît moins bien les symptômes. Ceci étant, donc, il arrive que ce sont des enfants qui sont en grande souffrance qui vont être décelés, alors que ceux qui présentent des symptômes beaucoup plus subtils passent inaperçus. Donc, l'idée, c'est justement encore à travers le guide de renseigner les gens, les individus, les parents, les familles, les organisations, pour faire en sorte que le trouble soit diagnostiqué ou repéré le plus rapidement possible et qu'on offre un support et un soutien tout à fait adéquat aux enfants ou aux jeunes qui en ont besoin. Stratégie. En fait, le guide vise justement la mise en application de stratégies et quand on pense à des stratégies pour adresser le TDAH, on doit envisager 3 voies d'action. Tout d'abord, il y a tout ce qu'on appelle les stratégies de base, donc qui concernent l'hygiène de vie. Je vais souvent dire TDAH ou pas, un enfant qui n'a pas dormi, qui n'a pas mangé suffisamment ou qui n'a pas bougé dans sa journée va assurément avoir une attention fragile. D'autre part, il y a les stratégies qu'on dit comportementales. Alors, tous les outils, les trucs, les techniques qu'on peut mettre à la disposition du jeune pour lui venir en aide, pour compenser ses lacunes occasionnées par le TDAH. Alors, on pense par exemple à des coquilles anti-bruit, des bancs scillants, tout plein de matériel technique. Bon, maintenant, malheureusement, ces stratégies-là ne sont pas universelles. Il faut les essayer, il faut voir la réponse de l'enfant à l'intervention qu'on propose. En fait, justement, il y a certaines stratégies qu'on va devoir revisiter, réinventer, améliorer pour certains enfants. Et la beauté de la chose, pour compliquer, en fait, le processus, c'est que il y a certaines stratégies qui vont être inefficaces pendant un moment et qui vont devenir efficaces et l'inverse est aussi vrai. Alors, ça demande une gymnastique un petit peu complexe. Et finalement, la dernière stratégie, c'est la voie pharmacologique, donc les médicaments. Maintenant, les médicaments, ça reste toujours une option parce que personne ne meurt d'un déficit d'attention. Cependant, ça peut être vraiment aidant pour un individu qui présente des lacunes importantes là, par rapport à son TDAH. Évaluation. Au Québec, je fais beaucoup d'évaluations psychologiques sur les troubles neurodéveloppementaux, donc TDAH, TSA, troubles de l'autisme, les dyslexies et dysorthographie. Et c'est la portion que j'aime le plus dans mon travail parce que ça m'amène à être un peu Sherlock Holmes. Donc, je dois découvrir qu'est-ce qui se passe avec l'individu qui vient me consulter, toujours dans un but de lui offrir par la suite
les meilleurs services, le meilleur soutien possible. Alors, c'est très stimulant intellectuellement, mais d'autre part aussi, évaluation parce que le TDAH, ça requiert une évaluation rigoureuse avant l'établissement du diagnostic. On entend par là des tests psychométriques qui sont bien entendu utilisés dans ce type d'évaluation-là, mais aussi plusieurs sources d'informations qui vont nous renseigner sur le fonctionnement de l'individu parce que le TDAH, ça reste d'abord et avant tout un trouble qui est comportemental. Donc, autant les tests psychométriques sont bien utiles, autant on doit voir de réels enjeux, de réelles lacunes dans la vraie vie des gens qui en sont atteints avant de conclure à ce type de trouble. Et ça prend un certain niveau de connaissance, une expertise par rapport aux symptômes avant de pouvoir diagnostiquer. Donc, ne diagnostique pas le TDAH qui le veut. Ça prend vraiment une bonne connaissance du trouble pour être certain, en fait, d'être dans le bon registre de solutions aussi qu'on a à proposer. Émotion. Les individus atteints de TDAH, ce sont des gens très émotifs. Je dis souvent le TDAH, ça devrait être appelé un déficit d'inhibition plutôt qu'un déficit d'attention. Ce déficit d'inhibition-là, ça amène les individus fragiles aux stimuli externes qui les dérangent facilement, mais aussi à leurs propres pensées et leurs propres émotions sur lesquelles ils ont très peu d'emprise. Alors, des montées émotive très débordante, ça arrive souvent qu'on observe ça chez les TDAH. Ils vont avoir du mal, par exemple, à réfréner leurs pleurs ou encore à contrôler leur colère ou à doser leur excitation. Alors, souvent, on observe des débordements chez eux, beaucoup d'impulsivité. D'ailleurs, il y a des parents qui vont me consulter en me demandant si leur enfant est bipolaire ou s'il a un trouble d'opposition avec provocation. Mais non, ce ne sont que des débordements émotifs typiques du TDAH. Ça reste que ça fait partie des symptômes les moins bien connus, celui-là. Et à ce moment-là, quand on se rend compte que ça appartient au TDAH, en fait, on a des solutions du coaching sur le plan des émotions qui peut être offert autant par les parents que par les adultes significatifs autour de l'enfant et qui vont amener l'enfant ou le jeune à être plus à même de contrôler ses réactions émotives, par le fait même être plus résilient et plus adapté à différents niveaux. Alors, c'est vraiment un bon service à lui rendre que de lui offrir cet enseignement-là.